Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je viens assez récemment de changer d'avis. Et ce sujet, c'est la gestion de configuration. Quand je dis gestion de config, c'est tous les outils du style Chef, Packer, Puppet, etc. Moi, mon préféré, c'est Ansible. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres, donc je suis un petit peu traumatisé. Donc vous étonnez pas si dans cette vidéo, je trash un petit peu les autres outils. Donc en fait, quand on commence dans l'administration système en général, on commence à installer des serveurs, et puis bon, très rapidement, on se dit que on va devoir automatiser un petit peu tout ça parce que des serveurs on en installe pas mal, etc. Et donc évidemment on commence par faire des petits scripts bash, puis on automatise l'installation de nos serveurs, quoi. Et puis c'est correct, hein, pour des petites infras, ça fonctionne très bien. Mais quand on commence à avoir des plus grosses infras, on commence à se rendre compte que y a des problèmes assez fréquemment. En fait, il y a des petits cas particuliers qui sont difficiles à gérer. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si ce fichier n'existe pas, si le répertoire dans lequel je mets ce fichier n'existe pas, qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'espace sur le disque, qu'est-ce qui se passe quand ceci, cela, cela. Et donc c'est un petit peu chiant à gérer. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu chiant. Et puis le plus on a des scripts bash longs et compliqués, le plus c'est difficile à gérer, en particulier quand on a une grosse équipe. Et donc, c'est un petit peu le problème principal que règle la gestion de configuration. Et donc, les outils justement comme Ansible permettent d'utiliser des blocs, des blocs de code déjà faits. Donc, par exemple, on va avoir un bloc pour pouvoir placer un fichier quelque part, et puis ce bloc va automatiquement faire en sorte de prendre en charge les cas particuliers de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'espace, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on a plein de petits blocs comme ça qui nous simplifient beaucoup la vie. Et en plus de ça, on a des playbooks ou des recettes en fonction de l'outil, on appelle ça un petit peu différemment, qui vont nous aider à déployer des programmes en entier. Si par exemple on veut installer un serveur web, et ben on va pouvoir prendre des recettes déjà toutes faites pour pouvoir installer un serveur web. Donc c'est quand même assez pratique, on n'a même plus de travail, plus du tout de travail à faire, et puis les recettes qu'on va utiliser, elles vont probablement être mieux faites que celles qu'on aurait pu faire en bash, parce qu'elles sont faites par la communauté, elles sont plus modulaires, etc. Donc moi quand j'ai commencé à utiliser ça, je me suis dit putain c'est vraiment cool comme système, j'ai presque plus de travail, je vais juste prendre des trucs à droite à gauche, et puis ça fait tout ce que je veux, de manière répétable, de manière fiable. Donc en fait c'est le best, y a rien de mieux que ça, quoi. Et donc je continue ma carrière, je continue mes expériences à droite, à gauche, etc. Et je commence à utiliser le cloud. Je commence à utiliser AWS, donc, mais en fait je pense que professionnellement j'ai jamais utilisé autre chose que AWS. Donc c'est quelque chose que je commence à avoir un petit peu une petite expertise dessus. Je suis pas le plus fort du monde, mais attention, je connais les commandes AWS. Et quand on commence dans le cloud en général, et on applique à peu près les mêmes techniques qu'on avait avec notre infra traditionnelle on-premise. On-premise. Et petit à petit, on se rend compte que c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas la meilleure chose à faire parce que dans le cloud, on va essayer d'avoir des infras assez dynamiques. En fait, si on fait pas ça, peut-être qu'on se rend pas compte au départ, si on fait pas ça, si on fait comme dans les data centers, on se rend compte que en fait, ça coûte beaucoup plus cher que sur nos serveurs en location à droite à gauche, quoi. Et donc, normalement, on devrait se poser des questions et puis se dire comment ça se fait que tout le monde dit que le cloud c'est super bien, le cloud m'a fait économiser de l'argent, etc. Quand je regarde ma facture, ça m'a pas fait économiser de la thune. Et en fait, ce qui te fait économiser de la thune, il y a d'autres facteurs, mais principalement, c'est que tu peux avoir une infra qui est dynamique. Donc tu peux avoir une infra juste pour 30 minutes si tu as envie, pour pouvoir tester un truc. Tu peux élargir ton infra pour pouvoir absorber la charge, mais juste pendant le moment où tu as la charge. Puis ensuite, tu peux déprovisionner au fur et à mesure ton infrastructure. Et donc c'est ça qui va te permettre d'économiser un petit peu si tu as en général ta charge en fonction de la journée, elle fait comme une courbe où il y a vers 20h, là tu as tout le monde qui commence à essayer de se connecter sur ton service, et puis bref, en fait ça dépend des services, hein. Et donc tu vas avoir des pics d'utilisation, et quand tu as une infra traditionnelle, tu es obligé d'avoir l'infrastructure maximum pour pouvoir absorber ces pics-là, et tu l'as tout le temps. Alors quand tu es dans le cloud, tu peux avoir une grosse infra juste pendant le moment où il y a le pic, et puis une petite infra pendant le reste du temps. Et quand tu as une petite infra, tu payes moins cher. Et donc quand on upscale et on downscale son infrastructure comme ça, donc en fait on démarre et on arrête des serveurs assez fréquemment, on peut utiliser des outils comme Ansible ou comme Chef pour pouvoir faire ça. Le problème, c'est que le plus on va démarrer et arrêter des serveurs, le plus on va se mettre à utiliser nos recettes, et le plus de chances on va avoir
qu'il y a des problèmes. Parce qu'en fait, je sais pas, si on a 10 serveurs, qu'on lance une recette dessus, tout se passe bien, et puis si on fait rien de spécial après, bon bah c'est tranquille, quoi. On n'a pas trop de problèmes. Mais quand on fait ça 15 fois par jour, on multiplie les chances qu'il y ait un problème. Donc là, peut-être vous allez vous dire, ah, mais Thomas, qu'est-ce que tu racontes? C'est du code ça tourne une fois, ça tourne 1000 fois. Bah, en fait, oui et non, ça dépend un petit peu du code. Il y a 3 problèmes un petit peu avec ça. Le premier, c'est quand par exemple on a des dépendances à quelque chose d'externe. Donc c'est par exemple, tout simplement, je télécharge un paquet d'internet. Je veux installer Apache, il faut que je télécharge mon paquet d'internet. Et bah si j'ai un problème avec internet à ce moment-là, si je sais pas, j'utilise un proxy pour aller sur internet, le proxy marche pas, si le repository que j'appelle a un problème et que pile à ce moment-là, je peux pas recevoir, je reçois une erreur, quelque chose comme ça, ou il y a un certificat qui est expiré quelque part, ou bref, il peut arriver plein de choses qui font que je peux pas récupérer quelque chose que j'ai besoin de l'extérieur. Et puis, même si c'est ultra rare, quand on fait ça 100 fois par jour, et bah c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va arriver assez fréquemment. Le deuxième problème, c'est qu'on a un problème de drift, c'est-à-dire qu'on va faire notre recette, qui va décrire l'état de notre serveur. Donc on va dire notre serveur, on veut qu'il y ait ça d'installé, on veut qu'il y ait tel fichier à telle place, etc. Mais nos recettes, nos playbooks, etc., c'est quelque chose qui vit avec notre infrastructure, qui vit dans le sens où on va faire des modifications, notre application elle devient plus compliquée, on rajoute des fichiers de configuration, bref, c'est des choses qu'on modifie petit à petit. Et quand on modifie ça, si on ne fait pas très attention, on va avoir nos serveurs, nos anciens serveurs, ceux qu'on a mis en place avec une ancienne version de nos playbooks, et bah, ils vont être légèrement différents que les serveurs avec la nouvelle version, même si on a quand même roulé la nouvelle version sur les anciens. Donc, en fait, je m'explique pour vous donner un exemple un peu plus concret. Par exemple, quand on dit je veux que mon fichier il soit à tel endroit, si par exemple dans une nouvelle version j'ai plus besoin de ce fichier, et bah, j'enlève le bout de code qui fait en sorte que ce fichier apparaît là, et bah sur mes nouveaux serveurs, quand je vais installer, je vais retourner ma recette, ce fichier va jamais être là. Par contre, dans mes anciens serveurs, si explicitement je dis pas, il faut vraiment faire attention que ce fichier ne soit pas là, il faut que je spécifie que ce fichier ne doit pas être là, et bah je vais me retrouver, ce fichier il va être encore là sur les anciens serveurs. Il va peut-être servir à rien, peut-être que ça va pas poser de problème, mais on aura quand même une différence entre les anciens serveurs qui vont avoir ce fichier quelque part et les nouveaux qui l'auront pas. Donc ça peut paraître une différence, on peut se dire il y a un fichier qui va traîner quelque part, c'est pas si grave. Et puis même on peut se dire aussi, si on code correctement, et ben on peut faire, à chaque fois qu'on enlève un fichier, on peut faire en sorte d'effacer les fichiers qui doivent plus être là. Oui, on peut le faire. Et quand on a un infra qui est de plus en plus compliqué, puis qu'on commence à avoir une équipe aussi où il y a plusieurs personnes qui vont contribuer à ce code-là, et ben en fait ça devient très difficile à faire bien attention à ce qu'on n'ait pas un risque de drift entre les anciens serveurs et les nouveaux serveurs. Et donc ça peut paraître rien ce drift, mais quand on a une grosse infra, on a beaucoup de serveurs, on a des dizaines, des centaines de serveurs, et ben ça commence à devenir assez chiant, où on a des serveurs dans un état, on a des serveurs dans un autre état, et quand on a un problème, c'est assez compliqué à débugger parce que on va avoir un problème juste sur certains serveurs et pas sur d'autres, et puis c'est vraiment un gros problème. Et le dernier petit problème, qui est un petit peu moins grave, mais qui est quand même un petit peu chiant, c'est que dans notre infra dynamique, où on démarre, on arrête les trucs tout le temps, et si notre recette, elle prend du temps à s'exécuter, par exemple, elle télécharge des trucs, elle installe des trucs, elle dézip des machins, etc., ça peut prendre du temps, ça peut y avoir des recettes qui peuvent prendre 5, 10, 15 minutes, et 15 minutes c'est peut-être un cas un petit peu extrême, mais dans une infra dynamique où on allume des serveurs pour pouvoir répondre à la charge, c'est-à-dire qu'on a un pic de charge, donc vite on allume des serveurs pour pouvoir y répondre. Si à chaque fois qu'on allume un serveur, il prend 10 minutes pour s'installer avant d'être capable de recevoir des requêtes, et forcément on perd de l'efficacité, on perd en réactivité par rapport à la charge. Donc peut-être qu'on va devoir démarrer nos serveurs plus tôt, donc ça veut dire qu'on doit anticiper, on doit aussi gérer le fait de ne pas devoir envoyer de la charge à ces serveurs, le temps qu'on soit sûr qu'ils soient bien tout mis en place, donc c'est des problèmes supplémentaires à gérer. Là, je commence à crever trop un peu, donc on va marcher un petit peu et puis ça va me réchauffer. Ça va un petit peu mieux. Et donc pour pouvoir régler ces 3 problèmes, ce qu'on fait dans le cloud, c'est que on va utiliser des images. Donc on va utiliser des outils comme Packer par exemple, où on va installer un serveur,
Donc on va prendre un serveur, démarrer un serveur, on va installer tout ce qu'on a besoin dessus, tous nos paquets, etc. On va le mettre dans l'état parfait, comme s'il était prêt à rouler en production. Et puis quand on a fini ça, on va faire une image, on va faire comme un espèce de snapshot, et c'est ça qu'on va utiliser quand on va démarrer et arrêter le serveur tout le temps dans notre truc d'infra dynamique, etc. Et donc ça règle la plupart des problèmes. Ça règle évidemment le problème de rapidité, c'est-à-dire comme tout est déjà prêt sur l'image, et l'image elle est prête instantanément au moment où on la démarre. On a juste l'OS qui doit booter et puis on peut répondre directement à des requêtes. On va pas avoir le problème de drift parce que à chaque fois on refait une nouvelle image. Une fois qu'on a une petite modification à faire, même si c'est juste un tout petit fichier, on refait carrément une image de zéro. Donc on n'a jamais ce problème de drift parce qu'on utilise toujours la même image. Quand les anciens serveurs qui ont les anciennes images, et on les enlève carrément parce qu'on s'en fout, on est dans le cloud, hein. Et puis au final on se retrouve avec tous nos serveurs qui ont la nouvelle version de l'image. Donc on n'a jamais de drift. Tous nos serveurs qui sont en production actuellement, ils ont tous la dernière version de l'image qu'on a faite, donc on n'a pas ce problème. Et donc à partir de là, on va dire un petit peu tout est bien qui finit bien, tous les problèmes sont réglés, on a trouvé les techniques parfaites pour faire de l'infrastructure. Et non. En fait, petit à petit, on se rend compte que même en faisant des images, on a des petits problèmes. Alors je m'explique, on va dire encore, Thomas, t'as des problèmes tout le temps. T'es jamais content, jamais satisfait. Bah oui, mais quand on a des gros infras, les problèmes qui sont d'habitude rares, deviennent assez fréquents parce que on a juste beaucoup de serveurs et on fait beaucoup de déploiements. Et donc, le problème qu'on a avec Packer, c'est quand on commence à avoir plusieurs variations de la même image. Donc par exemple, quand on a plusieurs environnements, imaginons on a dev et prod, on a besoin d'avoir des petites différences de configuration entre la dev et la prod. Et donc quand on fait des images, l'image, au moment où on l'a fait, on ne sait pas si ça va être une image pour la dev ou pour la prod. Donc qu'au final, ce qu'on est obligé de faire, si on a une seule type de variation, on se retrouve à faire deux images, une pour la dev, une pour la prod. Donc on peut se dire, ah ok, c'est bon, plus de problème. Sauf que, déjà, en général, on a plusieurs environnements, on a plus que dev et prod. On va avoir des environnements pour le QA, pour les testeurs externes, etc., etc. Mais si c'était que ça serait pas si grave. On pourrait automatiser, faire en sorte de faire 3 ou 4 images à chaque fois. Ça serait pas si grave. Le problème, c'est quand on a plusieurs, on va dire, variations possibles. Donc on a par exemple l'environnement, qui est une variation possible. Mais si on a par exemple aussi l'équipe, qui est une autre variation, ça démultiplie le nombre d'images qu'on a besoin. Si on a, je sais pas, 4 environnements et 5 équipes, ça fait 4 x 5, 20, c'est-à-dire qu'on doit faire 20 images. Vous avez vu, je suis bon en maths. Hein. On doit faire 20 images à chaque fois qu'on fait une modification. Donc c'est plus possible. Et là, c'est juste avec deux variations. Si on en rajoute une troisième, une quatrième, là, c'est fini. C'est plus possible, en fait. Ça devient ingérable de savoir pour telle équipe, tel environnement, tel truc, on va devoir prendre telle image. Ça devient ultra compliqué, quoi. Et donc pour éviter de rentrer dans des complications comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ok, c'est pas grave, on va faire une image générique qui va avoir la plupart des trucs, et puis pour les dernières petites modifications, pour pouvoir choisir l'environnement, choisir l'équipe, etc., on le fera au moment de l'instance. Donc quand l'instance va démarrer, on démarre avec notre image de base, et puis une fois qu'on est démarré, là on sait dans quel environnement on est, etc. On fait nos petites modifications, et boum, le problème est réglé. En fait, non, toujours pas. Le problème est toujours pas réglé. Si on fait des toutes petites modifications, comme, je sais pas, aller mettre dev ou prod dans un fichier test quelque part, ça c'est pas trop un gros problème. Moi j'essaye d'utiliser le moins d'outils possible, de rester le plus simple possible. Donc ce que j'utilise en ce moment en général, c'est Packer avec CloudFormation, qui est l'outil d'infra as code d'Amazon, et j'utilise le truc qui est intégré à CloudFormation qui s'appelle CloudInit. Donc ça c'est le petit détail pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en infra as code. Tout ça pour dire que ces petites modifications, on se retrouve à les faire en bash, avoir des petits scripts bash, des petites lignes de bash qui traînent à droite à gauche pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et puis au début c'est pas très grave parce qu'on se dit c'est juste un tout petit truc, je peux mettre une petite ligne de bash, et puis au fait j'ai un deuxième petit truc à faire parce que je dois gérer mes logs, blablabla, et puis on se retrouve à faire des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche, et puis vous savez comment ça finit. On se retrouve avec du bash de partout et ça devient ingérable, en fait on retourne
au même problème qu'on avait au tout départ quand on installait notre serveur avec du bash. Et comme on a réglé nos problèmes de script bash, et on a utilisé de la gestion de configuration. Donc en fait, on revient un petit peu au départ, où si vous avez bien suivi toute l'histoire, c'est qu'au départ, quand je découvre la gestion de configuration, je me dis c'est trop bien. Puis ensuite, quand je découvre le cloud, je me dis en fait la gestion de config c'est quand même un peu chiant. Et puis là en fait, je viens d'en arriver à me dire que en fait, il faudrait utiliser un petit peu les deux. Peut-être que la solution, c'est justement ça, c'est d'utiliser toujours des images, pour avoir des images immutables, le fait qu'on n'aura pas de drift, etc. Mais quand on a des grosses infras, on a toujours des petits trucs à faire au boot, et ces petits trucs, ça devient des gros trucs. Et donc, peut-être que pour ces petits trucs-là, ça vaudrait le coup d'utiliser de la gestion de config pour pouvoir gérer ça. Et donc, en fait, on peut utiliser un petit peu tout en même temps. Et deuxièmement, ce qui peut être utile aussi, c'est au moment même où on crée l'image, notre fameuse image parfaite de notre serveur, on peut aussi là utiliser de la gestion de config. On peut utiliser Ansible ou Chef pour pouvoir créer ce fameux serveur magique. Ce qui va nous éviter d'utiliser du bash. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais en général, il faut éviter de faire du bash quand c'est un projet qui commence à devenir assez long, quoi. Et ça nous permet d'avoir un petit peu une assurance que notre serveur, il va pas y avoir de cas particuliers que je vais oublier. Et puis ça va aussi m'éviter de réécrire plein de trucs qui ont déjà été faits 1000 fois. Si je veux installer un serveur web PHP, je vais pas m'amuser à réécrire un script bash qui fait ça, alors qu'il y a déjà une recette ou un playbook qui fait ça 10 fois mieux que ce que je pourrais moi-même faire en bash, quoi. Bref, tout ça pour dire, Ansible n'est pas mort. Chef, par contre, c'est mort. J'ai un gros problème avec Chef, donc évitez de... En fait, prenez pas en compte ce que je dis sur Chef en général, même si je dis tout le temps que c'est de la grosse merde. J'ai été traumatisé dans ma carrière. À chaque fois que j'ai eu affaire à Chef, c'était d'énormes problèmes. Donc maintenant, je peux plus voir cet outil-là. Ansible fait la même chose en juste 100 fois moins chiant, quoi. Pour plein de raisons que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous laisserai le lien pour aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai aussi une formation Ansible qui est sortie l'année dernière, dont je parle jamais, donc c'est l'occasion, si Ansible c'est quelque chose qui vous intéresse, pour faire vos installations de serveurs on-premise ou aussi pour utiliser dans le cloud. Et oui, je vais vous laisser un petit lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà où j'en suis un petit peu dans ma réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est ce que je dis, c'est évident. Peut-être que c'est dans le turfu. Peut-être que si vous avez une toute petite infrastructure, vous vous sentez pas vraiment concerné par ce que je raconte. Mais voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de mon double changement d'avis qui m'a pris des années un petit peu à réaliser. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous laisse une petite suggestion de vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine.